de maths en physique, moi, ce qui me surprend surtout, par contre, c'est qu'elle soit si facile en fait. Ah oui. Parce que par exemple, deux corps s'attirent donc rangés MM' sur des carrés et ça marche, et c'est une formule hyper facile. Moi c'est surtout ça qui me surprend. Pourquoi les formules sont si faciles, à part quelques-unes. Et sinon, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là. En physique, il y a deux trucs qu'on nomme, mais on ne sait pas ce que c'est le néant. Parce que je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le néant, moi j'arrive pas. Et j'arrive pas, j'imagine un point, c'est pas le vide le néant, parce que le vide il y a un volume, le néant il n'y a rien, même pas de volume. Mais il faut imaginer un point avec rien autour, et même pas un point en plus. Et il y avait un Big Bang, par exemple. Oui, mais vous arrivez à l'imaginer, moi j'arrive pas. Avant le Big Bang, ça veut. Voilà, et la matière noire. Pas de sens. Ah oui. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit quelque chose du genre, on ne peut pas s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas. Sans hypothèse, où on n'a aucune information, quelque chose comme ça. On ne peut pas. Vous avez une phrase, je ne me rappelle pas exactement. C'est à propos de l'hypothèse, non? Non, c'était autre chose. Vous avez dit, ça m'a marqué, on ne peut pas s'intéresser ou je ne sais pas quoi sur quelque chose dont on n'a aucune information, quelque chose comme ça. Enfin bon. J'ai pas appelé le mot information. Bon, enfin, c'est pas information, c'est autre chose. Ben, la matière noire, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, comment ça s'appelle, de capteur de. Voilà, c'est ça. Alors, sur la matière noire, on n'a aucune information. Est-ce que c'est de la lumière qui est piégée, on ne sait rien. On ne sait même pas si elle existe. Si, on commence à avoir des effets justement qui sont révélés justement en février 2016. Et quand ça a mis en évidence les ondes gravitationnelles avec le choc. Ouais, mais d'accord, mais on ne sait même pas si elle existe. En fait, on ne sait pas si c'est de la lumière piégée par on ne sait pas trop quoi. D'ailleurs, quel rapport avec le nominalisme? C'est-à-dire qu'on nomme quelque chose, ou alors j'ai rien compris, hein, on nomme un truc. On le fait exister, mais en fait, on ne sait pas s'il existe, comme le néant ou le... Dieu, on peut dire Dieu aussi. Si on prend le nominalisme méthodologique de Popper, oui. qui dit, pour qu'on s'intéresse, pour que la science s'intéresse à un objet, il faut qu'il interagisse. Pourquoi on appelle la matière noire matière noire? C'est parce que justement, elle est noire, on ne la voit pas, elle n'interagit pas. On l'appelle noire parce qu'on suppose, jusqu'à présent on ne la trouvait pas, on espère à un moment donné qu'elle interagisse, et à ce moment-là elle sera plus noire, elle sera gris clair, gris foncé. Oui, mais c'est pas nominaliste puisqu'on l'appelle matière. On l'appelle parce qu'on sait une chose, elle exerce une attraction gravitationnelle. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle matière. On connaît l'effet de c'est tout ce qu'on en sait. mais on ne connaît pas la chose. Mais si on est nominaliste, on ne peut pas donner de nom. On peut pas donner. Non, mais d'accord, mais on l'appelle quand même matière. On l'appelle énergie noire des fois. On ne sait rien, on ne sait pas du tout ce que c'est. On l'appelle matière, on ne sait rien. Uniquement ce que je viens de dire. Mais ça nous ramène, si je peux me permettre, à mon cours de 4e, ça ne nous rajeunit pas, surtout moi, où justement, en début de cours, le prof de physique, premier cours de physique du collège, il a l'idée saugrenue d'essayer de nous expliquer ce que c'est que la matière. Puis à la fin, il s'est emmêlé les pinceaux, il n'est pas arrivé. Enfin bon, écoutez, oui, on peut dire, il a dit deux choses. On peut appeler matière ce qui est pesant. Oui, bon, écoutez, vous avez qu'à vous dire que la matière est définie par nos sens, on va dire ça. Bon, puis voilà, je me souviens encore de ça. Et j'ai demandé à mon père, parce que mon papa, souvent, il avait des idées, et il me dit, la matière, c'est ce qui est consistant. Oui. Voilà. Bon, on va se contenter de ça, mais pesant, ça veut donc dire que ce qui exerce une attraction gravitationnelle. C'est pas gravitationnel, mais c'est ce qu'on a mis en évidence sur les Dernière chose, excusez-moi, avec la courbure de l'espace-temps d'Einstein, il n'y a plus de force en fait. C'est exact. Oui, cette fameuse... Einstein, parce que vous savez, l'espace-temps, c'est un espace purement mathématique, et en fait, une masse, elle fait une courbure, alors c'est très théorique, une courbure de l'espace-temps, et une bille qui, vous savez, elle rentre dans le truc et elle est attirée, vous voyez, comme si c'était un tissu élastique, une déformation. Enfin, il reste des forces quand même, la gravitation faible est forte. Oui, d'accord, mais il n'y a plus les forces directes avec Newton. L'attraction. C'est très nominaliste en ce sens qu'effectivement, la gravitation n'est pas une entité en soi. Oui, voilà, c'est une conséquence de la courbure de l'espace. C'est un phénomène. Oui.
Et alors, dernière chose au sujet de ce que tu... En fait, pour la matière, mais ça ne résout pas le problème, on sait maintenant avec Einstein que c'est un concentré d'énergie, avec E égale mc carré. C'est de l'énergie hyper concentrée. Mais alors d'où vient l'énergie? Ça ne résout pas le problème. Ça fait que déplacer le problème en fait. Il existe une réalité ultime, Oui. du point de vue donc de la formule d'Einstein, qui est, de même que l'énergie était la réalité ultime au XIXe siècle du travail et de la chaleur, il existe une réalité ultime, enfin il existe, j'ai l'air essentialiste en disant ça, mais enfin bon, Faut se méfier. ça sera, le fait qu'il y ait une équivalence entre l'énergie et la masse, comme il y avait au XIXe siècle une équivalence entre le travail et la chaleur. C'est-à-dire 1 kg de masse permet d'obtenir, je ne me souviens plus, je crois que j'avais calculé une fois, 9, un peu moins de 9 d'ailleurs, multiplié par 10 puissance 16 joules. Non, d'accord. C2, c'est ça? Oui, c'est au carré. Ouais. Non, mais d'accord. Mais même, supposons que dans la matière est un grain d'énergie, Mais on ne connaît pas les on sens. sait d'où vient l'énergie, donc on ne fait que dépasser le problème en Oui, fait. d'où bah, vient non, mais- On l'énergie ne connaît pas masse. les sens, on connaît les relations. Exactement. Oui, voilà, on connaît c'est pas- ça. Non, mais là, on est vraiment dans un monde Oh, coopératif. oui. Clairement. Sauf si on se place du point de vue Pardon. mathématique. Comment? Sauf si on se place du point de vue mathématique. C'est-à-dire que du point de vue mathématique, est-ce qu'une chose peut exister indépendamment du fait qu'il y en ait deux? C'est-à-dire que pour qu'une chose si on ramène ça à des capteurs ou à l'expérience, pour qu'une chose existe, il en faut une autre en face qui en a l'expérience, comme et puis éventuellement après ça, en informatique et en biologie, c'est le capteur ou Oui, l'observateur. L'observateur qui voit. l'interface, quoi, le Est-ce que sens. c'est pour qu'une chose existe ou pour qu'une chose puisse être perçue, Parce qu'elle peut exister, en effet, comme ça, mais si on ne l'aperçoit, si elle n'interagit pas, en effet, elle restera ignorée du reste de l'univers. C'est vraiment ça, oui. Est-ce qu'on- C'est le moment de parler de Kant. C'est toujours le moment de parler. C'est vrai en plus. Bon, je veux dire par là que pour faire un phénomène, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire ça, je vais me répéter. Pour faire un phénomène, il faut être deux. Oui. Il y a la chose en soi, dont nous ne pouvons rien savoir, un peu comme la matière noire, mais ça va encore plus fondamental et ontologique que ça. Et il y a Le phénomène. l'autre côté. De l'autre côté du phénomène, par rapport à la chose en soi, il y a notre esprit, mais la partie de notre esprit, ce qui est dans notre esprit, n'arrive pas à notre conscience, ne fait pas partie de notre conscience, qui sont simplement les conditions de possibilité, enfin de, comment il appelait ça là, les formes a priori de la sensibilité. Oui, il appelait ça comme ça. Et d'un côté, les formes a priori de la sensibilité, de l'autre côté, il appelle ça nous-mêmes ou no-humaines, je vais plutôt... Il y a les Nous-mêmes, catégories. Il y avait c'est vu la les chose catégories. Et les deux Ah ensemble, oui, les catégories. Ça C'est filtré se- par les catégories. Il y a le je préfère ne pas les formes a priori, les deux ensemble, oui. mais il faut les préfère classer ne pas dans trop me- causalité. Disons qu'il y a nos conditions de Ouais. possibilité, On a tous des lunettes, mais de les ce- lunettes, c'est à la nos fois... bulles de l'esprit, voilà, il emploie ça aussi comme expression, et d'une part, qui se trouve en deçà de notre conscience. Il appelle ça le transcendantal. Et quand vous entendez transcendantal, c'est de ça qu'il s'agit, grosso modo. Bon. Et ce qui est au-delà du phénomène, autrement dit, de notre conscience et le phénomène, c'est la même chose. Et ce qui est au-delà du phénomène, qui est le no humain dont on ne peut pas avoir conscience. Ici, je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose, moi que tu veuilles avant de partir, avec quelque chose de plus. Excusez-moi de parler que déjà. Mais il y a aussi, vous savez, le fameux cône du passé et cône du futur qui sera inaccessible. Parce que là, en ce moment, on projette une lumière et peut-être d'un milliard Oui, des cônes, d'accord, Voilà, des cônes de causalité. Oui, c'est-à-dire là, on projette la lumière et peut-être dans 1 milliard d'années, au fin fond de l'univers, on est en train de nous regarder, d'accord. Sauf que si on est en dehors du cône, personne n'aura l'information parce que la vitesse de la lumière va à une certaine vitesse, mais le temps passe aussi. Ce qui fait qu'un certain observateur, la lumière ne pourra jamais arriver à l'observateur parce que le temps passe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est l'histoire de la tortue, comment elle s'appelle là Achille et la tortue. Achille et la tortue. C'est-à-dire qu'il y a des zones de l'univers qui n'auront jamais d'informations de notre réunion-là, à cause de la vitesse de la lumière qui va passer vite, on va dire ça, quoi. Et réciproquement, des trucs du passé qui pourront jamais nous parvenir parce que aussi à cause de la vitesse de la lumière qui va passer vite. Et ça normalement, on ne pourra jamais avoir d'informations sur ça. Je ne sais pas comment il s'appelle ce cône. Vous avez entendu parler de ce fameux cône? Cône de causalité, c'est ça? Ou cône de lumière. Ou cône de lumière, oui. Voilà. L'expression cône étant elle-même une métaphore abusive. Parce Oui, non, c'est pas un cône. Ça renvoie à une image en 3 dimensions, ou même Oui, bien sûr, d'accord. écrite, dessinée sur une feuille de papier, même. On retrouve ça dans un bouquin dont je vous avoue franchement que j'ai dû abandonner à la 50e page, d'un dénommé Penrose, Roger Penrose. Il a fait ça lire en même temps, ils sont deux. L'autre c'est Stephen Hawking. Mais je me suis rendu compte que j'avais pété plus haut que mon cul là, parce que ensuite, après avoir abandonné, j'ai regardé la 4e de couverture, il était dit que c'était destiné aux étudiants de 3e année en physique, mais que les étudiants de 2e année pourraient saisir les grandes lignes. Bon, je me suis dit stop, arrêtons pour l'instant. Quoique depuis, j'ai lu d'autres bouquins qui devraient me permettre d'arriver un petit peu au-delà. J'irai peut-être jusqu'à la 60e page. On verra ça, j'ai toujours chez moi. Est-ce que je peux revenir à quelque chose d'avant? Oui, Non, mais pour expliquer aussi pourquoi Heidegger dit la science ne pense pas, c'est mal traduit. Il dit elle ne réfléchit pas. Quelle est la différence? Et un exemple connu, c'est, comment il s'appelle, celui qui était à l'origine d'Amandine, le premier bébé éprouvette? Jacques Destars. Jacques Destars, donc scientifique, technoscientifique, il met au point, donc il pense beaucoup pour pouvoir soulager des femmes stériles. Hein. Donc là, il est scientifique, il cherche à trouver la solution à un problème. Et puis donc, il met au point cette, comment il appelle ça, le bébé éprouvette. Et puis, il enlève la casquette, il se met à réfléchir. Comme Kant qui est passé de la critique de la raison pure à la critique de la raison pratique. C'est-à-dire, la critique de la raison pure est sous la domination de la critique de la raison pratique. C'est elle qui domine. Et il dit, si je continue, ça va amener l'eugénisme. Donc il dit, il faut que j'arrête de penser, je réfléchis et j'arrête. Et je voudrais revenir à ce que tu as dit, parce que là j'ai l'impression que c'est du scientisme qu'on fait. C'est-à-dire comme si la finalité de nos vies dépend du trou noir, de la masse noire, etc. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il faut continuer. Et une parenthèse, il paraît que des physiciens du monde entier se retrouvent dans une association qui s'appelle Pagwash pour dire est-ce qu'on continue ou pas. C'est-à-dire ils mettent une autre casquette pour dire peut-être comme Einstein qui a regretté d'avoir élaboré la bombe atomique. Donc pour moi la philosophie, la métaphysique, c'est la finalité, c'est pas la causalité, c'est le comment, c'est pas le pourquoi à un seul mot, mais pourquoi en 2 mots. Et là je reviens à ce que Dieu dit que le nominalisme en politique amène au libéralisme, c'est-à-dire c'est l'individu qui prime sur la société. C'est pas ça qu'il dit. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est plus important que la société, que le collectif. Comment tu l'as dit? Ça monte Non, comme toi, ça émerge. Comment tu l'as C'est dit? que le collectif C'est écrit là. émerge. Attends, le libéralisme est inspiré par la primauté accordée aux individus. Oui. Dans la réflexion, dans la construction. Alors, comment tu expliques l'enfant sauvage? C'est-à-dire, comment tu expliques un individu donc, qui n'est pas dans une société, il est élevé hors société et il ne parle pas. Les enfants sauvages, il y a les canines qui poussent, c'est-à-dire que ce n'est pas un être humain. Il peut même, à partir de 12-13 ans, il ne peut même plus attendre à parler. Donc, là, c'est un peu le départ. Oui, vas-y. Oui. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'individu, pour deviner un individu, n'a pas besoin d'être intégré dans une société qui dépasse complètement les individus? Un individu, c'est-à-dire qu'il y a une langue, une culture, sa manière de faire, etc. Mais c'est pas ça le sujet. Parce que, en effet, on peut très bien dire que l'être humain est un animal social et qu'à ce titre, il a besoin d'être élevé dans un groupe. De même façon qu'il y a beaucoup d'animaux sociaux, même un loup, tout seul, il meurt. Je veux dire, il n'est pas capable de vivre sans le groupe. Donc ça ne veut pas dire que le groupe existe. La question, c'est qu'est-ce qui existe? Oui. C'est ça la question. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, dans la conception, par exemple, vraiment médiévale
mais même d'un certain nombre de sociétés primitives, l'individu n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le groupe, et c'est le groupe, mais c'est pas un jugement moral quand on dit le groupe est plus important que l'individu ou pas. Non, non. C'est vraiment, et que, par exemple, au Moyen-Âge, la société est à l'image du royaume de Dieu. Donc, le fait qu'il y ait des classes, qu'il y ait une hiérarchie, etc., c'est une réalité pour eux. Ils ne se posaient pas la question. Mais c'est plus qu'ils ne se posent pas la question, c'est que c'est une réalité. Oui. C'est-à-dire que la société humaine doit être à l'image de la société du royaume de Dieu. Non, mais comme aujourd'hui, la société de consommation, nous sommes tous des consommateurs complètement anonymisés, normativisés, etc. C'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume du capital. Mais Marx parlait du monothéisme de l'argent. La religion, mais je parle d'autre chose. Je vais parler d'autre chose. Et après je mettais, c'est par rapport à ce que tu as dit, comment tu as dit ça, les universaux n'existaient pas. Alors, il y a deux choses. Il y a la réalité matérielle. Et ça, c'est ce que disent les matérialistes aux idéalistes. Ils disent, mais même si l'homme n'est plus là, notre langage, nos concepts ne sont plus là, il y aura toujours la Seine qui coule, il y a toujours les idéalistes qui disent, comme Orwell, qui était Trotsky, qui était matérialiste, tu connais la novlangue, si on ne parle plus de fidélité, d'amour, de courage, etc., ça disparaît. C'est-à-dire, tout ce que tu dis n'existe pas, c'est notre responsabilité pour que ça ne disparaisse pas. Ça existe grâce à nous, mais ça n'existe pas comme Max Planck, et qui dit une connerie absolue, qui dit il n'est réel ce qui est mesurable. C'est-à-dire, si nous on ne parle plus de vérité, de courage, de sujet même, et je suis d'accord avec toi, il y a des sociétés holistes, il n'y a pas de sujet. Donc si on ne parle plus de sujet, si on parle simplement d'efficacité, de performance, etc., donc il y a toute une réalité symbolique qui consiste, il y a une consistance, il y a trois choses, il y a la subsistance, c'est juste les choses subsistent, exister, c'est aller au-delà de la subsistance où il y a quand même des plaisirs, mais si nous consistons, c'est qu'il y a effectivement des idéaux, la vertu, le courage, la fidélité, tout ce que tu veux, et si ça disparaît, nous ne consistons plus, on se met à quatre pattes, et on est simplement des enfants sauvages. Je ne suis pas d'accord, enfin tout à fait d'accord. Mais la réalité symbolique, qu'est-ce que c'est cette réalité symbolique? Mais disons la matière. On ne peut pas la toucher. Max Planck, il voulait parler de physique, c'était un physicien, il parlait de physique, il ne voulait pas... C'est simplement, Max Planck, c'est un physicien, c'est un grand physicien, il parlait de physique en disant ça. Non, mais les nominalistes, ils disent, c'est simplement des mots qui sont... Mais parce qu'ils ont une vision de la réalité c'est ce qui existe, mais la beauté n'existait pas. La vérité, la justice, personne n'a rencontré la justice, personne n'a rencontré la beauté. Je ne suis pas sûr. Mais ça nous fait consister. Non, mais quand je fais cours de maths, les élèves, ils ne savent pas ce que je pense vraiment. Si tu veux, là, Max Planck, quand il a dit ça, il était dans ce rôle de grand physicien, mais tu ne sais pas ce qu'il pensait vraiment franchement. Je crois qu'il y a... allez-y, parce que je vais parler. Je veux dire qu'une société, ça émerge d'un groupe de personnes, je ne dirais pas ou de sujets, mais c'est des sujets humains, justement, ils sont dotés de finalités, ils sont capables d'avoir des intentions. C'est pas comme des molécules qui n'ont aucune intention. Donc, ce qui émerge, mais ça monte comme ça de bas en haut. Et ce n'est pas un ordre établi par en haut qui détermine la vie des sujets. C'est les sujets qui interagissent entre eux et ça fait émerger une classe, des classes sociales, ça fait émerger toutes sortes d'éléments. Enfin, c'est interactif hein, quand même. Oui, bien sûr. Les intentions oui, mais bien sûr, aux individus en fonction de leurs intérêts sociaux. Quand même. Oui, mais bien sûr, mais c'est interactif. Mais petit à petit, ça se complexifie et on obtient, et on arrive à avoir des entités qui sont de plus en plus complexes, mais qui émergent à partir de sujets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des mots importants là qui sont liés d'ailleurs à la notion de libéralisme, qui sont la notion d'émergence. Et donc l'émergence est liée à une autre notion, vous avez eu la chance de Edgar Morin pendant des années, de la complexité.
La complexité, pareil, j'aurais pu la mettre, c'est une fille du nominalisme. C'est-à-dire que c'est parce qu'on s'intéresse aux individus et à leur interconnexion, à leurs relations, etc., qu'on voit la complexité. J'ai envie de dire, la société médiévale, par exemple, qui est une société vraiment pré-libérale, tout ça, c'est une société très simple. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas d'individu, donc il n'y a pas de complexité, il y a des couches sociales, mais c'est même pas des couches sociales, parce que si on dit ça, on pense à notre vocabulaire social. Il y a des ordres, comme dit, comment il s'appelle cet historien médiéviste, qui a parlé des 3 ordres de la société médiévale. Voilà, il y a des ordres, et c'est comme ça. Et alors que nous, du fait qu'on a accordé de l'importance aux individus, aux choses individuelles, on s'intéresse à la complexité et en effet à l'ordre émergent. Alors, dans son dictionnaire amoureux de la liberté, Mathieu Laine, il parle de ça. Comment ? C'est pas Dumézil que vous vouliez dire ? Non, celui qui a parlé des 3 ordres de l'imaginaire médiéval, c'est Bloch, je crois. Je crois que c'est Bloch, c'est pas Duby, je crois que c'est Bloch, mais je suis pas sûr. Mathieu Laine parle des 3 ordres, en fait. Ouais. Enfin, des trois types d'ordres. Alors, c'est pas les ordres médiévaux. Il dit d'une société, elle peut être construite selon un ordre transcendant. Donc ça, c'est typiquement la société médiévale. Il y a un ordre divin, il y a un ordre transcendant. Ça peut être un ordre construit. Donc ça, c'est ce qu'a un peu voulu faire le marxisme, en disant on va construire une société, voilà comment on va la construire, on vous décrit comment elle est construite, etc. C'est rationnel, on a bien défini ce que chacun doit faire. Et les ordres émergents. Et l'ordre émergent, c'est ce en quoi croient les libéraux. C'est-à-dire de dire, il y a des individus, et c'est dans les interactions entre les individus qu'émergent en effet des structures. Donc on va sortir de la crise par une émergence miraculeuse, ça va émerger. Non, va émerger. C'est pas à nous de dire, voilà, il faut plus de justice, plus d'égalité, mais ça va émerger comment ? C'est ça l'émergence, c'est quand ça émerge des gens. Exactement. La démocratie, c'est typiquement un ordre émergent. Par exemple. Oui, mais aujourd'hui on est en démocratie. Oui. Ah bon ? Non, mais après, il y a des débats, on est dans une crise, mais on est dans une crise terrible. On n'est pas dans une crise terrible, non ? À la fois écologique. Quand je dis par exemple que l'ordre émergent émerge, les interactions, ça veut bien dire que les individus font des choses. Quand tu as dit c'est miraculeux, c'est pas miraculeux. Les individus font des choses. Mais parce qu'ils ont un but, parce qu'il y a quelque chose. Mais de ce point de vue-là, mais encore une fois, je ne veux pas défendre, mais ça complexifie. Exactement. C'est l'idée de complexité. En plus d'ordre de complexité, c'est de complexité. Mais bien entendu que les individus ont des objectifs, etc. Mais ça, c'est pas exclu par le... Enfin, encore une fois, il ne faudrait pas uniquement parler de libéralisme. Hein. C'est juste parce que c'est intéressant, parce qu'en effet, c'est lié à tout ça. Mais Adam Smith a écrit un bouquin de morale avant d'écrire La richesse des nations, il a écrit un bouquin de morale. Donc ça veut bien dire qu'il s'intéressait à ça aussi. Donc, bien entendu que les individus ont des objectifs individuels, moraux, tout ce que tu veux. Ça dit pas le contraire. C'est pas le hasard. On n'est pas des billes comme ça sur un billard. C'est pas ça. Chaque individu a son autonomie. Donc rien n'arrive. Au contraire, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par miracle. Non, mais on ne peut pas plaquer sur l'esprit ce qui s'est passé par rapport à la matière. Effectivement, la vie a émergé de la matière, oui. Et puis maintenant, nous, c'est pas naturel. C'est-à-dire, nous, il faut qu'il y ait des personnes, des organisations qui prennent en main le destin. Ça ne va pas émerger comme a émergé le mammifère des reptiliens. Comme... Là, effectivement, jusqu'ici, c'était de l'ordre naturel, des complexifications. Mais maintenant, on peut aussi aller vers une société machine, robotisée. On va se vers la gouvernance, où chacun est une petite rouage dans une machine. Alors, c'est pas forcément. Ça, c'est la ruche, c'est pas forcément. Donc c'est à nous, moral. Non, c'est pas ça dont ça en parle pas. En effet, tu peux contester ça, mais rien n'est mais obligatoire. L'être humain, s'il n'est pas guidé par une finalité, à ce moment-là, c'est simplement une ruche, on devient un mammifère. Chaque être humain peut avoir des finalités différentes. Oui, c'est ça. Les finalités de divers êtres humains sont diverses par essence. Et par exemple, pour Hitler, ce qu'il faisait, c'était le bien. Oui.
Pas pour nous. Mais dans ce que tu dis, Mais Gunther, Bush non plus. il y a quelque chose d'intéressant, tout est intéressant. intéressant bien entendu, et qui pour moi me résonne, et qui, comment dire, Non, mais quand tu aujourd'hui- dis, non attends excuse-moi juste, Ouais. quand tu dis le concept d'émergence, et c'est vrai que ça c'est pareil, c'est une idée nominaliste, donc d'une part de voir la complexité, et de voir des liens entre des systèmes qui paraissent très différents. En effet, la notion d'émergence, elle est apparue en effet en biologie, comment la vie, etc. Et on s'est rendu compte que cette idée d'émergence pouvait s'appliquer à d'autres systèmes. Et pour voir des systèmes, il faut voir des interactions entre éléments individuels. Donc c'est bien parce qu'on regarde une chose, comme ça, un groupe ou quoi que ce soit, par les individus, sans en dire il y a une essence. Mais je regarde mais il n'y a comment pas sont les d'essence, il n'y a pas individus, d'essence, je suis d'accord. il y a comment pas ils d'essence. interagissent, qu'on Non. comprend qu'il y a des mécanismes, qu'il y a des... De quoi parle la sociologie? Si par exemple on considère que il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'interaction entre les individus, s'il y a un ordre supérieur, il n'y a plus de sociologie. T'as pas besoin de faire de la sociologie. Tu Non. dis voilà l'ordre supérieur et on en parle plus, on ferme le non, bouquin. Oui, mais c'est complètement C'est bien. différent. Il y a la sociologie qui dit qu'il y a simplement des interdictions, interactions donnant-donnant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homo economicus, qui calcule tout ce qu'il fait. Mais comment est-ce que, et c'est ça, est-ce que c'est ce que tu dis, le nominalisme ne se traduit pas socialement par l'atomisation de la société? C'est-à-dire comment réagir à l'atomisation? Est-ce que ça va se faire tout seul, par émergence, parce que, ou est-ce qu'il y a quelqu'un, à nous justement, c'est ça, l'être humain, il doit trouver quelque chose qui fait qu'un tas devient tout, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement un tas de sable où chacun interagit par son intérêt, mais quelque chose qui nous, oui. L'être humain est par essence, essence c'est un bon mot, Oui, mais oui. il est social. Il est social. Il est social, oui, tout à fait. Non, mais Il est attiré autrement par l'autre. mais autrement que la termite, autrement que la termite. Il y a des processus sociaux, et par rapport aux processus naturels, C'est autre chose. malgré tout, il y a dans la nature, je ne crois pas qu'il y a... Enfin, il y a un darwinisme. Quand on parle du darwinisme, c'est quand même pour les animaux. Mais dans la nature elle-même, il n'y a pas des forces dominantes. Dans la société, si les processus... La question de savoir si les individus dominent les processus ou pas, c'est une seconde question. Mais dans la nature, il y a quand même des processus avec des dominants, des dominés, des phénomènes de pouvoir. Et ces phénomènes de pouvoir sont essentiels pour les... et on ne peut pas transposer ça dans l'observation de la nature, je ne pense pas. Bah, on le voit dans tous les groupes, dans tous les animaux sociaux, il y a des dominants et des Pour les dominés. animaux, mais si on regarde les molécules, on Ah n'a oui, pas... non, Ah, oui, mais mais- peut-être que c'est pareil, hein, mais on n'a pas à ce jour Non, il n'y a pas de identifié psychologie des molécules, oui. des groupes d'intérêt de molécules. Il y en a Mais- peut-être qui sont plus puissantes que d'autres, d'ailleurs j'en sais rien, mais ça je ne sais pas. A priori, elles n'ont pas d'intention. Les molécules Moi, ne sont pas dotées j'ai d'intention. un Voilà. Elles n'ont j'ai- pas d'intérêt. Apparemment, j'ai un les début de molécules n'ont théorie. pas D'intention d'intérêt. déjà. J'ai un début de théorie sur l'émergence de la vie. C'est le fait que la physique pure, qui n'est pas encore biologique, évoluerait vers la vie à partir du moment où elle créerait, où elle mettrait où elle créerait des sens, des capteurs, enfin des interfaces, et qui, à partir de buts et à partir du rassemblement, enfin, de la fabrication d'agrégats. Succès de la nature. Et Oui, enfin, c'est... Oui, donc on crée des ordres plus complexes en s'agglutinant comme ça, c'est ça que vous voulez dire? un petit peu comme les étoiles, c'est Ouais, un ouais. processus d'accrétion. Une étoile, elle naît de gaz qui s'effondrent sur eux-mêmes. C'est un petit peu plus sophistiqué quand même, mais Alors, dans ce que disait Gunther tout à l'heure, c'est marrant, ça m'a fait réagir, je voulais vous parler de quelque chose, pour vous montrer à quel point le sujet est d'actualité. Là, un livre qui est sorti il y a quelques semaines, il est de 2016, mais il est vraiment sorti il y a quelques semaines. Tristan Garcia, je ne sais pas si vous le connaissez, il a sorti un livre qui s'appelle « Nous ». Et c'est pour ça que tu viens d'utiliser le mot « nous ». Tristan Garcia, avant il avait fait un livre assez intéressant sur... L'intensité de la vie, ouais, enfin la critique. l'injonction à l'intensité. L'intensité de la vie. Donc comment notre société moderne nous pousse à vivre intensément. Il faut vivre intensément quand on est en vacances, il faut faire des tas de choses,
faut vraiment être dans l'intensité de voilà. Il dit relax. Je suis tellement d'accord avec lui là-dessus au moins. Mais et ce qui est intéressant, ce livre Nous, qui est vraiment récent, là, je vous dis, c'est quelques semaines, il s'interroge sur ce qu'est le nous. Qu'est-ce que le nous? Quand on dit nous, On arrive à dire nous. de quoi on parle? Mais c'est l'histoire de la conscience. non, là c'est vraiment justement ce nous. Quand on dit bah voilà un groupe, qu'est-ce qu'un groupe? Pourquoi tel groupe plutôt que tel autre, etc. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Donc, voilà. Mais Qu'est-ce donc, qui nous unit? comme quoi cette réflexion, elle est encore une fois, elle est contemporaine. Voilà, on sort un livre qui s'appelle la formation. Aujourd'hui, on dit plutôt haut ou je. Oui, non mais là c'est parce qu'il parle Oui, bien c'est français. parce Lui, que parce qu'on parle pas bien français. il est prof de français, lui, je crois, à l'origine. Oh non, mais c'est pas qu'on parle Mais- pas bien français, je pense qu'en mais par effet, le nous a exemple, disparu. Ouais. Mais par exemple, en ce moment, je sais pas, moi j'aime bien l'actualité politique, ça. Il y a plein d'articles sur, en effet, mais si on parle beaucoup de populisme et tout, puis il y a des gens qui disent, mais en fait, le peuple, de quoi on parle quand on parle du peuple? C'est vraiment une réflexion nominaliste. Le peuple, c'est un groupe, puis d'un seul coup, on l'utilise comme si c'était évident, puis d'un seul coup, il y a des gens qui disent, au fait, de quoi on parle quand on parle de peuple? Voilà, typiquement une réflexion. Si on considère qu'il y a une essence du peuple, bah, on ne se pose pas la question, il y a une essence du peuple. Mais si on considère qu'il n'y a pas d'essence du peuple, eh ben, on est bien obligé de se poser la question de ce qu'est le peuple. Voilà. Mais il y a une troisième chose, c'est là où il n'y a pas des essences, et puis qu'est-ce que tu opposes à l'essence? La singularité. Il y a quelque chose, il y a un dynamisme, une universalisation, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une essence qui est figée, et puis de l'autre quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui évolue dans un certain sens. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas d'essence, mais s'il y a le peuple, c'est une idée directrice. C'est comme la beauté, c'est-à-dire c'est quelque chose à faire, c'est pas quelque chose qui existe. Mais il faut créer le peuple, c'est-à-dire le peuple, il faut le créer comme tout. Donc il n'y a pas d'essence. Donc il y a autre chose que la singularité et puis une généralité abstraite, c'est ce que Kant appelle des idées régulatrices. C'est un idéal. Un peuple a l'idéal, la beauté, la justice. Et si ça n'existait pas comme la table, mais si on dit c'est simplement des flatus voci, à ce moment-là on est perdu, parce qu'à ce moment-là on est simplement des agrégats de. Mais quand tu dis par exemple qu'il faut construire le Nous peuple, sommes des il êtres faut le doués construire. d'intention. mais si Ouais. tu construis une maison, par exemple si je te dis, tiens, il faut me construire une maison, Les molécules non plus. tu vas me dire, oui, enfin combien de pièces, tu veux un étage, pas d'étage, donc une maison, ça veut rien dire. J'ai besoin du plan de la maison. Donc si tu veux construire l'idée de peuple, tu dois bien me dire de quel peuple tu parles. Parce que sinon, moi je vais penser peuple, je sais pas, tous les citoyens. Il y en a qui disent non, mais le peuple c'est la catégorie, c'est les catégories populaires comme on dit justement. L'autre il va penser le peuple, c'est je sais pas quoi. C'est-à-dire que si on dit pas qu'est-ce que le peuple, de quel peuple on parle, de quel peuple on veut construire, etc. Et ben si on dit rien, c'est comme la maison. Elle va penser une grande maison, je sais pas quoi, tout en étage. Moi, je vais penser une maison de plein pied. Lui, il va penser un château. Lui, une cabane dans la forêt. Enfin, je sais pas quoi. Et on pense qu'on parle de la même chose et personne ne parle de la même chose. Voilà, c'est ça. Là, je vois la différence, c'est que toi, où on a déjà le résultat, l'essence, où on n'a rien. Mais il faut se mettre sur le chemin. Moi, il faut se mettre sur le chemin du peuple, il faut le construire. Et la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais comme justement, c'est en débattre. Ah bah bien sûr. C'est en débattre. Mais un livre. Mais ça, c'est nominaliste de dire ça, justement. C'est exactement ça. C'est de quoi on parle, quoi. Mais c'est toute la philosophie. Hegel, il demande de quoi on parle quand on parle de l'esprit, quand on parle du droit. Ça, c'est toute la philosophie pose des questions de. Oui, mais elle toute pose la des questions. philosophie. Non, mais je suis d'accord, mais tu Toute la prends par philosophie. exemple aujourd'hui, regarde par exemple les classes, tous ceux qui s'appuient sur des idées du 19e siècle, politique du 19e siècle, aujourd'hui, si on prend vraiment le problème de la gauche aujourd'hui en particulier, c'est qu'elle a des modèles idéologiques du 19e et elle est paumée. Les classes moyennes, Marx n'en parle pas. Il n'y avait pas de classe moyenne à l'époque de Marx. Tout ça, ça n'existe pas. Et puis maintenant, on voit qu'il y a des fractures au sein des classes moyennes. Si on prend l'ouvrage de Julie sur la France périphérique, c'est même plus les classes, etc. On est paumé parce que nos catégories comme ça qui étaient bien définies, elles n'existent plus. Bien sûr. Et ben voilà. Mais ça, c'est
c'est la réflexion nominaliste de dire à chaque fois de quoi parle-t-on. Mais il faut lire Stiegler, la prolétarisation des couches moyennes. Il expliquerait très bien. On peut lire des tas de La choses. Ce que je veux dire, c'est prolétarisation, que donc ça prouve bien aujourd'hui. qu'il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence, je suis tout à fait d'accord. Eh ben, tu es nominaliste. Ah non, Tiens, pas du tout. Tu l'auras appris Non, ce soir. moi je suis dialecticien. Bonne nouvelle. Entre la singularité et le tout, c'est un va-et-vient permanent. Il n'y a pas la singularité qui domine le tout, il n'y a pas le tout qui domine la singularité. C'est une dialectique entre les deux. Voilà. Moi je suis En dialecticien. fait, quand Abélard est conceptualiste et qu'il Oui, je suis dit... très proche de ça. Bah voilà, C'est c'est... ça. On Conceptualiste. considère que le C'est conceptualisme, enfin, C'est ça. c'est le nominalisme qui a gagné en fait le concept. Parce que c'est pas le vocalisme, personne n'évoque. Enfin, même on se demande réellement si Rosselin croyait en ce qu'il disait. Enfin, le vocalisme, réellement, c'est particulier quand même. Mais ça c'est Hegel, hein. Il dit le concept n'existait pas, la philosophie c'est conceptualiser. Mais Abélard Donc, était là avant. il faut avant conceptualiser. Hegel, hein, je ne voudrais pas embêter. Oui. Non, mais quand même, Abélard était Oui, là mais avant Hegel. Hein. Oui, mais l'idéaliste. L'idéaliste. Moi, Il y a l'antériorité là. Ah oui, non. Bah, je dois dire que chacun de ces termes, vocaliste, nominaliste, Ça, etc. c'est très clair. Bon, pour toi peut-être, Ah ouais. mais Oui. pour moi c'est quand même, j'ai l'impression quand même qu'il va falloir que je me penche très sérieusement là-dessus Ah, il faut. pour que je vois bien la différence entre tout ça, parce qu'il y a quand même on a l'impression qu'il y a des choses qui se recoupent très- quand même. Hein. Ouais, Oui, c'est comme quand on dit Platon, tout ça, à chaque fois on parle quasiment d'un Platon idéal et d'un Aristote idéal. Enfin, je veux dire, Platon est beaucoup plus, quand on dit Platon, il croit dans le monde des idées et tout, ça dépend dans quel bouquin, dans le Timée, c'est pas la même chose que je sais plus quel autre. Enfin, c'est tous ceux qui se sont posés en tout cas la question. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est que tous ceux qui se sont vraiment posés ce genre de questions ont toujours eu un point de vue à se dire mais vraiment c'est quoi, comment ça se fait, parce qu'il leur manquait des outils dont on pourrait parler un peu maintenant. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de détecter en dehors, justement quand on parle de politique ou de choses comme ça, enfin, moi qui m'intéresse, comme vous avez pu le voir beaucoup à ces sujets-là, quand je vois des interrogations, des articles entiers à se dire mais qu'est-ce que c'est que le peuple, ça m'amuse parce que je me dis mais parce qu'ils pensaient qu'on allait trouver la réponse comme ça quoi. Mais non, il n'y a pas de réponse, c'est force comme dit Gunther, je suis d'accord. C'est une construction. Le problème c'est que la construction de l'un ne sera pas la même que l'autre. Et en fait, dans les débats des fois politiques, quand on a ce regard, ce recul par rapport aux mots, parce que ça le nominalisme donne vraiment un recul par rapport aux mots, on se dit mais ils ne se rendent pas compte, ils s'engueulent mais ils sont juste pas d'accord sur le sens des mots. Oui, c'est être nominaliste, de s'interroger justement sur ce que c'est que le nominalisme. Oui, par exemple. C'est peut-être en ce sens. Et de douter aussi de la Et question c'est le du doute. doute. Abélard a dit voilà, je doute, c'est Ouais, par le c'est doute ça. que j'acquiers. C'est Par ça contre, qui ne la plaisait pas à question, l'Église, c'est ce côté, ce doute, quoi. C'est interroger les textes. Mais qu'est-ce qu'ils racontent déjà, voilà, eux ils disaient. Je voulais te poser une question Ouais. tout à fait personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre. Hein. Ça m'intéresse quand même de savoir pourquoi tu as choisi ce sujet. Parce que c'est vrai que moi, nominalisme, j'en suis. Bon, écoute, franchement, j'ai dû entendre parler de nominalisme il y a très longtemps avec mon prof de philo, etc. On n'en parle pas Plus beaucoup. du tout occupé ça. et- C'est marrant parce que dans son histoire de la philosophie occidentale, Jean-François Revel, il balaye complètement la philosophie médiévale. En gros, il dit pas intéressant. Ah, quelle erreur. Non, parce qu'il m'a amené à ça, c'est le Moyen-Âge. Moi, je m'intéressais beaucoup au Moyen-Âge. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire à la grande époque des médiévistes. J'ai eu cette chance, je sais pas, mais de l'époque où Georges Duby sortait des livres, Régine Pernoud, donc après l'école des Annales, mais vraiment où il y a eu des grands médiévistes populaires, on va dire, un peu populaires comme Régine Pernoud et Georges Duby. Et moi j'ai plongé là-dedans, mais voilà, vers 20 ans là, à peu près. Et puis ça m'a amené petit à petit à m'intéresser, à essayer de comprendre la société médiévale, parce que Georges Duby fait des livres absolument magnifiques sur essayer comment comprendre, comment penser un homme médié du Moyen-Âge et tout, c'est vraiment super. Et ça m'a amené de proche en proche à ça. Il y a eu l'histoire d'Abélard qui fait partie, enfin, que j'ai abordé par son histoire d'amour avec Héloïse, quoi. C'est ça qui est marrant. Après, il a eu ce conflit, enfin, il a été en conflit avec Bernard de Clairvaux, le fondateur de l'ordre des Cisterciens. Enfin, tout ça, c'était marrant parce que je voyais des gens qui sont comme ça. Enfin, c'est une époque assez fascinante. Puis après, comme je on me l'a suis... découvert parce que moi je me souviens que Ah le oui, professeur nous disait bon, le Moyen-Âge, c'est Oui, passé, oui. hein, il y a Voilà. pas grand-chose d'intéressant. Et finalement, on se rend compte que c'était quand même des gens qui se posaient des questions très intéressantes. qui se posaient des questions intéressantes, qui ont construit
enfin tout le mouvement des communes, de l'indépendance des communes et tout, il s'est passé des choses incroyables, des découvertes technologiques, l'invention du moulin. On ne se rend pas compte il y a une invention auquel on ne pense pas comme ça. La démocratie villageoise. Et la démocratie. Et alors, il y a des racines politiques, alors encore une fois, la démocratie libéraliste, tout ça, au Moyen-Âge. Hein, c'est marrant. Et puis le féminisme, hein, Régine Pernoud sur les Régine femmes Pernoud, au Moyen-Âge, beaucoup parlé. c'est incroyable. Hein. C'est- Vous avez c'est- des droits. ouais. Et pourtant, pendant très longtemps, on a représenté la période du Moyen-Âge comme obscurantiste. Ben oui, mais ça c'est la Ça, c'est Renaissance. mais ça, c'est le rationalisme de lumière. Il y a eu d'ailleurs un Non, progrès pas que ça. prodigieux au Moyen-Âge Grâce à que l'école des arts. tout le monde connaît, c'est les chiffres. Oui. Parce que figurez-vous que faire une division ou une multiplication en chiffres romains, eh ben, ça n'est pas du gâteau. C'est compliqué. Mais non, mais le seul fait des chiffres qu'on appelle les chiffres arabes, d'ailleurs, parce qu'ils ont été traduits par les arabes, mais c'est prodigieux parce que ça nous a permis de. Voilà quoi. Ah oui, donc c'est. Bah, en fait, historiquement, on parle de. Alors, le Moyen-Âge, il parle comme un siècle, enfin, une période obscure. C'est aussi. Alors, c'est pas les Lumières, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance elle-même qui s'est appelée Renaissance. Hein. Oui, oui. Mais en fait, il faut voir que qu'est-ce qu'il y a avant la Renaissance. Il y a la grande peste du XVe siècle. Hein. Ça a été terrible. Hein. Enfin, il y a des endroits, c'est un tiers de la population qui est morte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Donc, ils avaient l'impression, enfin, eux, ils sortaient de là, ils avaient l'impression que ça avait tout le temps été comme ça, quoi. Que les gens mouraient comme ça dans la rue, enfin bon. Et les guerres de religion qui ont été terribles, terribles. Donc, entre les grandes pestes, la guerre de 100 ans, puis les guerres de religion, ça a donné une vision comme ça de la période 15-16e siècle qui était dramatique, quoi. Donc les gens avaient cette idée d'un Moyen-Âge voilà, qui les avait juste précédés, quoi. Après, on s'est rendu compte, mais ça, il a fallu longtemps. Il y a eu après la période du Moyen-Âge vue au 19e, là, comment il s'appelle, ce grand historien du 19e, qui l'a un peu embelli, c'est l'histoire de Notre-Dame de Paris, tout ça. Là. Victor Hugo a été influencé par ça. Voilà, Michelet, il a eu une vision assez romantique du Moyen-Âge. Puis après, il y a eu l'école des Annales, voilà, les blocs, Duby et tout. Alors, on fait un travail extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Alors, donc moi, voilà, c'est ce qui m'a amené. Et puis comme je me suis aussi intéressé à la philosophie, bah, l'intersection de la philosophie et du Moyen-Âge, c'est les universaux et le nominalisme. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi si tu penses que le nominalisme est concret et le réalisme est abstrait. L'horreur, c'est l'abstraction. Oui, mais c'est pour ça. moi, la philosophie idéaliste, elle n'est pas abstraite du tout. Quand Hegel, on lui a dit philosophie est abstraite, il a même dit en français, il dit non, c'est pas abstrait du tout. Les idées ne sont pas abstraites, c'est quelque chose qui sont vécues, qui sont incorporées. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais l'abstraction, c'est l'horreur, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut se poser, parce que moi, une des questions que je me suis posée quand même à un moment donné, c'est pourquoi est-ce que l'esprit humain fait ces universaux et pourquoi il y croit aussi fort? Parce que c'est un outil puissant. C'est un outil extrêmement puissant. Et il y a un livre alors, qui m'a éclairé là-dessus, qui s'appelle, c'est un livre de Douglas Hofstadter, c'est un psychologue canadien, je crois, qui parle français et anglais, qui avait fait un livre il y a longtemps qui s'appelait Gödel, Escher et Bach, les brins d'Irlande universelle, qui avait vraiment fait parler de lui à l'époque. Et il a sorti un livre il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle L'analogie au cœur de la pensée, qui est vraiment un très bon livre, où il montre comment on raisonne tout le temps par analogie. C'est-à-dire on fait des analogies entre... Alors, et donc, une catégorie, c'est une analogie en fait. Enfin, voilà, pourquoi est-ce que je dis que tout ça c'est des tables? Parce que je fais l'analogie entre tous ces meubles, je vois qu'ils servent à peu près à la même chose, qu'ils ont à peu près la même forme, et donc je fais une analogie. Et il montre dans le livre, il est vraiment passionnant parce qu'il prend des tas d'exemples. C'est incroyable, c'est des tas d'exemples, c'est très pratique. Et il nous montre comment on fait sans arrêt des analogies. Et que donc, notre cerveau, il fait que ça, il le fait, mais on ne s'en rend pas compte, quoi. Il fait des analogies, tac, tac, il fait des objets, et il fait des catégories, quoi. Enfin, et ce qui m'a amusé quand j'ai relu cette histoire d'Aristote, parce qu'il dit une analogie, c'est comme une ville. C'est-à-dire qu'il y a un centre-ville qui est très dense, et puis plus on s'écarte du cœur, du centre de l'analogie, moins c'est dense, quoi. Donc il y a une analogie vraiment très forte entre deux objets qui se ressemblent très fort.
Puis après, ça se ressemble un peu moins, un peu. Puis après, on commence à faire des analogies entre des domaines différents, etc. C'est un peu moins dense, il y a un peu moins de matière. Et c'est exactement ce que dit Aristote en disant l'espèce est plus substantielle que le genre. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, il y a l'individu, après il y a l'espèce, et après il y a le genre. On est voilà, dans cette densité qui décroît, on est de moins en moins substantiel. Donc c'est marrant parce que Aristote parle de ça, et Douglas Hofstadter en parle aussi dans son bouquin sur l'analogie auquel on a pensé. Et il montre bien qu'on fait des tas d'analogies sans s'en rendre compte. Bah, c'est le propre de l'intelligence qui fait des relations Tout à entre fait. le truc. Tout à fait. C'est ce que disait mon prof de maths, qui disait que si en maths on prend un ensemble de pommes de terre ou un ensemble de carottes, ce qui importe c'est les relations entre les pommes de terre ou les relations des carottes, et c'est peut-être dans les deux cas deux ensembles qui obéissent au même mot. Tout à fait, voilà. Et on peut mathématiser ensuite les choses. Bon, alors, je pense que maintenant, à l'époque, quand j'étais gamine, il n'y avait pas d'ordinateur, etc., mais pour pouvoir numériser tout ce que l'on fait, il faut trouver justement ces relations qui sont des invariants, qui sont des relations entre des objets qui changent, mais qui sont des invariants pour pouvoir... Tout à fait, ouais, c'est ça. Et en fait, donc on y croit, en fait on croit d'autant plus aux catégories qu'en fait on ne s'est pas rendu compte que notre cerveau les a construites. Donc ça nous paraît comme des évidences. C'est ça le problème, c'est que... Et ça me fait penser à Bachelard dans son bouquin La formation de l'esprit scientifique. Il dit pour être scientifique, il faut penser contre son cerveau. Et je crois que et il dit le cerveau, en fait, il nous sert à chasser et à trouver notre partenaire sexuel, quoi. Donc il est vraiment dans une démarche évolutionniste. Il dit voilà, et c'est vrai que pour chasser, c'est très chasser ou être chassé, les catégories, c'est très pratique parce que si la gazelle qui voit arriver le lion se dit mais alors attendez, qu'est-ce que c'est une forme comme ci, comme ça, elle est bouffée, quoi. C'est parce que inconsciemment, très rapidement, elle se dit c'est un lion, faut que je me barre. Et on voit l'intérêt sélectif de ça, quoi. Celui qui prend trop de temps, qui fait ses catégories trop lentement, il est mort. Donc il faut faire des catégories très très vite. Et donc il faut y croire. De toute façon, la gazelle, elle ne se pose pas de questions, elle y croit, c'est un lion. Mais peut-être que c'était pas un vrai lion, mais c'est pas grave. Elle y a cru, c'est pour ça qu'elle s'en va, quoi. Donc en fait, notre cerveau est fait pour ça. Essentialiser le lion. Elle a exactement essentialisé le lion. Et la développement d'ailleurs, le lion et le lion essentialise la gazelle. Alors en deux mots, quels pourraient être les dangers du nominalisme et les avantages du nominalisme en deux mots, c'est ça qui viendrait spontanément. Le danger, c'est ce qu'a dit Gunther. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est. Enfin, il y a deux dangers. Il y a le côté doute, et ça, c'est l'objet du bouquin de Claudie Tiercelin, d'ailleurs, quand elle dit le doute en question. Elle dit si on doute de tout, à un moment donné, enfin bon, c'est classique, on n'avance plus. Donc il y a ce côté doute. Et puis, ça, c'est si, un nominalisme mal construit qui, en effet, verrait que les individus, verrait pas, en effet, l'importance des relations et des ordres émergents. Ça, c'est vrai que c'est... Voilà, il faut quand même se rendre compte de ça. La force du nominalisme, elle est justement, enfin, elle est dans sa richesse, là, que j'ai expliqué. C'est-à-dire, c'est la base de l'esprit scientifique, de moderne, justement, hein, qui ne cherche plus à définir, qui voit les relations. Enfin, c'est très puissant, quoi. Le doute est très puissant, l'interrogation des textes, l'interrogation du langage, ça, c'est quand même extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est... Voilà, je trouve que c'est un outil... Alors le doute à la fois comme avantage et inconvénient. Voilà, bien sûr, il y a deux impasses. Comment on dit en français? On voit que l'arbre et pas la forêt. Oui, c'est ça. Il y en a ceux qui voient que la forêt et d'autres que l'arbre. Il faut voir les deux. Oui, mais oui. C'est ça, le danger avec le nominalisme, on ne voit plus la forêt, on voit que l'arbre. Et le danger du réalisme, on voit que la forêt et pas l'arbre. Mais là, je dis, il faut voir les deux, il faut voir le lien entre les deux. Et chaque fois, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'elle sera continue. Non, mais encore une fois, ce qui est intéressant, en fait, alors, toi, si on va dire, tu dis l'avantage et l'inconvénient, par exemple, un inconvénient, c'est qu'on devient un peu asocial, toi, parce qu'on demande toujours aux gens, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, mais c'est vrai, et il y a des gens qui en ont marre, quoi. Dès qu'on parle de trucs, je dis, ouais, mais
de quoi tu me parles quand tu me dis ça? Pourquoi tu... Il me dit, mais parce qu'on refuse les évidences. Pour un nominaliste, il n'y a plus d'évidence. Voilà, tout de suite on se dit, non mais attends, tu me parles de ça, mais de quoi tu me parles en fait? Qu'est-ce que toi t'entends par ça? Oui, mais alors Gunther dit, il faut voir l'arbre et la forêt. Mais est-on toujours en capacité de voir la forêt? Ah bah oui. C'est la question. C'est ça. La question est-on en capacité? Alors il faut l'inventer, il faut l'imaginer, il faut la... Ouais. C'est ça la question. Voilà. C'est que parfois on ne voit que l'arbre et on ne peut pas faire autrement que de voir... Enfin, À mon on est dans avis, l'incapacité de voir la forêt. Mais parfois on ne voit que la forêt, on ne voit pas l'arbre. ouais, mais justement, Ça dépend de la licence. il faut être avec les deux yeux, c'est-à-dire si on voit que l'arbre, à ce moment-là, effectivement, on ne comprend rien parce que on ne sait pas l'arbre, parce que l'arbre, il est entouré d'autres arbres, donc on ne sait pas. Pour comprendre l'arbre, il faut comprendre la forêt. Tout à fait. C'est même pour comprendre l'arbre. Oui, je suis Et d'accord. pour comprendre la forêt, il faut comprendre l'arbre. Donc moi, je suis dialectique. C'est Mais la oui, dialectique. non, mais là oui, c'est dialectique, mais c'est pas... C'est dialectique. L'erreur, non mais si tu veux si tu veux comprendre le mécanisme aussi d'une forêt, tu dois t'intéresser Bien sûr, à ce qui exactement. fait les arbres. Donc Exactement. c'est ça la démarche Ah oui, nominale, bien sûr. c'est d'essayer. Ouais. Et on Ouais. voit bien, de toute façon, Ouais. c'est ce qui s'est passé en science. Ouais. On descend petit à petit. Qu'est-ce que un individu en sciences physiques, on sait même plus ce que c'est. Enfin, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une particule, elles sont cassées en trucs, ça devient des champs. Enfin, comme on disait tout à l'heure, on sait même plus ce que c'est. Le monde de probabilité, c'est la dernière. Ouais. Le vrai danger, c'est le pragmatisme sans interrogation, on va dire, ontologique. Je sais pas, Non, c'est peut-être non. le danger, c'est qu'on ne peut plus rien dire. J'ai une amie, Oui. on ne peut pas dire, quand j'ai dit tu es une femme, non, je ne suis pas une femme, des françaises, non, je suis française, je suis Marie, c'est-à-dire je suis simplement Marie. On ne peut pas me définir. Et le. On ne peut pas la définir. On peut pas la définir. Ça, c'est popérien. Oui, mais. On ne peut pas la définir. Mais c'est impossible de définir un individu de toute façon. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas le définir provisoirement. Provisoirement. Et après, c'est ça, c'est-à-dire, c'est jamais, il faut remettre sur le métier. Mais si tu dis, mais je ne peux pas me définir, à ce moment-là, il n'existe que de noms propres. On peut parler que de Pascal. On ne peut pas dire que Pascal est un homme, Pascal mais chaque individu c'est est néanmoins différent. Marie, elle est différente de, Oui. de Oui. Claudine ou etc. Elle Et appartient à une catégorie. Il veut dire quelque chose, Oui. monsieur, là. Moi, j'ai une façon peut-être de concentrer ça. Qu'est-ce qui précède entre la notion et la notation dans un absolu à définir? Qu'est-ce qui précéderait entre la notion et la notation dans un système qui serait capable de comprendre les choses, en supposant par exemple que n'importe quelle intelligence qui pourrait exister dans l'espace serait confrontée avec ce problème? La notation, C'est-à-dire c'est-à-dire. La notation, c'est le fait de fixer en mémoire aux sources informatiques, quoi. le fait de prendre note. d'enregistrer. Par exemple, de relever que c'est suffisamment important pour être conservé, pour être utilisé plus tard, par exemple. Déjà, ça, c'est fondamental. Enfin, ça me paraît fondamental. Mais ça, c'est un choix humain, quoi. De dire. Peut-être que tout ce qui est biologique utilise ça, confronté à ce problème. Les animaux aussi sont puisqu'ils ont une sorte d'intelligence, une sorte de sensation. Ils ont des intentions, hein, Ah les oui, animaux. je voulais dire aussi, est-ce que vous ne pensez pas que l'abstraction qu'on utilise par exemple en mathématiques ne peut être concevable qu'à partir de l'obligation où on se trouve de fonctionner à partir de plusieurs sens et le fait de tenir dans notre tête des choses qui soient issues de plusieurs sens, au sens des 5 sens, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui crée l'abstraction le fait d'être obligé de faire avec et de mélanger tout en ne mélangeant pas trop, quoi, de connecter des sensations qui sont. Et monsieur avait oublié quelque chose là tout à l'heure, il parlait du monde de l'information. Peut-être que l'échange d'informations est plus important que l'échange d'argent, quoi. Il parle beaucoup d'échanges en termes économiques, mais peut-être que l'échange d'informations domine sur l'échange d'argent. C'est-à-dire que l'échange d'argent, celui auquel nous avons procédé avant de venir ici dans ce sous-sol, était un échange d'informations. Nous n'avons manipulé que des signes. Tout à l'heure, je parlais de l'arbre et de la forêt. L'arbre et la forêt, ça c'est l'épistémologie. Et politiquement, la dialectique, c'est tous pour un pour tous. Tous pour un. Un pour tous. Oui, c'était la devise des D'Artagnan. Hein. Ouais, les trois mousquetaires, qui étaient 4. Voilà. Chacun est précieux et la totalité est aussi précieuse qu'elle a. C'est-à-dire, on peut pas dire, voilà.
Et c'est pour ça qu'on n'arrive jamais au bout. Et ça, chaque fois, comment dire, hinken, comment on dit ça en français? Alors maintenant, est-ce que les objets particuliers Ouais. sont des manifestations de la totalité, ou est-ce que la totalité n'apparaît que comme construction, comme propriété émergente de l'ensemble des objets particuliers? Qu'est-ce que tu Je sais appelles pas. toi, réponse de nominaliste. Oui, Qu'est-ce que tu appelles la réalité là? Alors, je vais plutôt donner un exemple. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, T'as vu, c'est un joker, c'est oui, ben, c'est comme au À billboard. bientôt. Merci beaucoup. il y a, Au revoir, monsieur. Merci. Hein. T'es content de ta soirée? il y a- Prêt. J'ai fait mon petit prêt. j'ai un bout de réponse. Mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de monde parce que j'ai envoyé une quarantaine, voire peut-être Ah ouais une cinquantaine de mails. Alors je ne sais pas comment vous êtes venus. Vous êtes venus par mes mails ou Par ton mail. par mon mail? aussi, Et vous, monsieur, vous C'est êtes- au courriel, il y a joli courriel, c'est pas mail. Moi, je suis venu par le mail de quelque Jacques. part dans une publicité, Bah, c'est moi. Non, mais c'est pas sur l'informatique, sur Par le métro sur un gratuit. papier, je sais plus. En plus, et par le métro gratuit. Je sais plus où c'est ça, mais Ah J'ai remarqué aussi. quelques